C'est beaucoup de pression sur mes épaules maintenant, mais je vais essayer de faire de mon mieux. D'abord, je voudrais vous remercier, vous aussi, d'être là aujourd'hui. Je sais qu'une présentation de recherche fondamentale à 8h30, un lendemain de soirée de la Fravie, c'est un vrai challenge. Donc, encore une fois, merci d'être ici. Donc, en effet, je vais vous parler des réservoirs du VIH et je pense que c'est en fait un sujet qui fonctionne très bien dans le contexte de cette conférence pour les raisons que Françoise vient d'évoquer. Hier, on avait un très beau débat sur la fin du sida et je pense qu'il est aussi important de parler des avancées biomédicales dans ce domaine. On peut parler évidemment de l'éradication à l'échelle de la planète, de l'épidémie, mais on peut aussi parler de l'éradication à l'échelle de l'individu. Et c'est quelque chose ou un concept qui existe depuis maintenant à peu près une dizaine d'années. Et évidemment, Françoise a beaucoup contribué à faire rayonner ce concept et à le faire avancer scientifiquement. Donc je ne vais rien vous apprendre ici, vous le savez tous mieux que moi, on a de nouveaux et de meilleurs antirétroviraux. Ici, sur ce dessin ou sur ce graphique, vous voyez les antirétroviraux qui ont été développés au cours pratiquement des 30 dernières années, ou en tout cas qui ont été utilisés dans le cadre du traitement du VIH-Sida. Et puis, on a deux ères, l'ère avant les trithérapies, où en fait on donnait souvent une molécule qui était relativement toxique et avec une efficacité assez réduite. Et puis au cours des trithérapies, là encore une fois, on peut subdiviser en deux parties. Une première partie où ces molécules étaient relativement efficaces mais très toxiques. Et puis on a aujourd'hui des molécules de nouvelle génération qui allient à la fois une efficacité avec une toxicité réduite. Bon, et puis ce succès scientifique, en fait, s'est traduit dans un succès clinique pour les personnes vivant avec le VIH. Et si vous regardez l'espérance de vie d'une personne diagnostiquée par le VIH, pour l'infection par le VIH à l'âge de 20 ans, dans un pays à revenus élevés, vous voyez cette évolution constante depuis l'avènement des trithérapies, c'est-à-dire depuis 95-96. On estime qu'aujourd'hui, les personnes qui vivent avec le VIH et qui sont sous trithérapie efficace, c'est-à-dire qui ont accès aux médicaments et au suivi médical, ont une espérance de vie relativement comparable à celles qui ne sont pas infectées par le virus. Bon, alors, tout ça est super, et vous allez me dire, et c'est d'ailleurs une question qu'on me pose souvent, mais pourquoi est-ce que tu travailles sur les réservoirs? Pourquoi est-ce que tu veux essayer de faire mieux que la trithérapie qui fonctionne déjà très bien? Il y a évidemment plusieurs éléments de réponse à cette question, et puis certains d'entre vous en ont, et si vous y pensez 2 secondes, je suis sûr que vous allez m'en donner, mais j'imagine que la plupart d'entre vous dans la salle vont me donner l'une de ces 4 raisons, parce que c'est celles qui reviennent le plus souvent, et je pense que ce sont des raisons justifiées. Les trithérapies ne règlent pas le problème de la stigmatisation et de la criminalisation des personnes qui vivent avec le VIH. Vous le vivez tous au quotidien, on le vit aussi au Canada. Évidemment, le problème de la criminalisation et de la criminalisation de la non-divulgation de son statut sérologique est encore un problème au Canada, dans un pays qui est pourtant théoriquement très progressiste. On a encore ce genre de problème à régler. Évidemment, les trithérapies ne règlent pas ce problème. Les trithérapies sont associées à une certaine toxicité. On a entendu Dominique Costagliola hier nous rappeler l'importance de faire des analyses précises et choisir les bons modèles pour faire ces analyses, mais il y a quand même plusieurs évidences que ces molécules peuvent entraîner des toxicités au niveau rénal, au niveau du cœur, des maladies cardiovasculaires, et également au niveau de la densité osseuse. L'un des plus gros problèmes des trithérapies actuelles, c'est évidemment l'accès au traitement. On traite à peu près 1 personne sur 2 qui aurait besoin d'un traitement aujourd'hui. C'est mieux qu'auparavant, et c'est évidemment beaucoup mieux qu'auparavant, mais c'est encore largement insuffisant. Et puis pour les plus cyniques, ou pour les plus politiques, ou pour ceux qui ont besoin d'un autre argument, il y a évidemment un poids économique à l'infection par le VIH, poids non seulement en termes de coûts de molécules, mais surtout en termes de suivi des patients, bien évidemment. Donc évidemment, ces 4 raisons ne sont pas les seules, c'est les 4 raisons qui reviennent le plus souvent, mais vous voyez bien que si on réussissait à se débarrasser du virus à l'échelle de l'individu, on se débarrasserait aussi de ces 4 problèmes qui demeurent associés. Donc les traitements actuels n'éradiquent pas le virus, et ça vous le savez tous, que vous soyez clinicien, que vous soyez patient, que vous soyez d'une manière ou d'une autre impliqués dans le domaine du VIH. Si les personnes interrompent leur traitement antirétroviral, le virus revient très rapidement, généralement en quelques semaines, et vous pouvez détecter le virus grâce à un test de charge virale qui sera comparable au niveau que vous détectiez avant la mise sous traitement. Donc clairement, le virus persiste au cours de cette phase, même si on ne le voit plus par les tests cliniques, il est encore là quelque part. Alors pourquoi est-ce que les trithérapies ne permettent pas d'éliminer complètement le virus? C'est-à-dire finalement pourquoi on n'a pas de guérison comme on l'a avec l'hépatite C, où on prend un traitement pendant quelques mois et le virus ne revient jamais?
Bon, eh bien, il y a plusieurs raisons à ça, mais la raison en fait, pour laquelle les trithérapies n'éliminent pas le virus, c'est parce que le virus se cache dans ce qu'on appelle les réservoirs. Donc les réservoirs, ils peuvent être tissulaires, ça peut être un organe, mais ils sont essentiellement cellulaires au sein de ces tissus, c'est-à-dire que c'est dans certaines cellules qu'on va trouver le virus caché et persistant au cours des trithérapies. Donc au niveau des organes, on peut trouver des traces de virus dans le cerveau, dans les ganglions lymphatiques, et je vais en reparler, dans les intestins, et puis dans le tractus génital masculin et féminin. À peu près n'importe quel endroit où vous allez retrouver des lymphocytes TCD4 et des cellules myéloïdes, c'est-à-dire monocytes, macrophages, des cellules dendritiques, vous allez retrouver du virus qui se cache au cours des trithérapies. Bon, par quel mécanisme le virus peut persister? Il y a d'abord la possibilité que le virus continue à se répliquer à bas bruit. On pense qu'il y a certains tissus dans lesquels les antirétroviraux sont peut-être un peu moins efficaces, en particulier dans les ganglions lymphatiques, et ça pourrait donner une chance au virus de continuer à se répliquer. C'est ce qu'on appelle le réservoir actif, et c'est très controversé dans le domaine des réservoirs du VIH. On a assisté à des batailles mémorables dans des conférences par des gens pourtant très civilisés sur l'existence ou non de ce réservoir actif. Il y a également un réservoir latent, et le réservoir latent, il est fait de cellules dans lesquelles le virus est intégré, mais endormi, et c'est ce qui est représenté sur cette diapo. Et ce réservoir latent, il persiste essentiellement par deux mécanismes. Tout d'abord, la survie des cellules T. Certaines de ces cellules sont des cellules mémoire, qui sont là pour rester pendant des années, voire toute votre vie, et quand le virus se cache dedans, évidemment, il reste là également jusqu'à la fin de votre vie. Et puis on a appris plus récemment que ce réservoir pouvait également proliférer, et c'est l'un des autres mécanismes en fait, de la persistance de la mémoire que le VIH utilise pour persister au cours des trithérapies, cette prolifération à bas bruit. Alors, l'un des gros problèmes dans notre domaine, c'est un problème à la fois biologique et technique. Alors, il est biologique parce que les réservoirs du VIH sont rares, extrêmement rares. On retrouve à peu près une cellule par million dans laquelle il y a du virus. Donc autant vous dire que si vous voulez trouver 5 virus, vous regardez 5 millions de cellules, etc. Donc vous imaginez que pour faire des études du réservoir, il faut beaucoup de sang ou beaucoup de tissu, et on ne veut certainement pas exsanguiner nos patients. Donc il faut qu'on trouve des méthodes qui soient le plus sensibles possible. Donc je disais problème biologique et technique, parce qu'évidemment ça exige que nous développions des méthodes qui sont ultra sensibles pour aller chercher cette cellule dans le paquet de millions de cellules qui ne sont pas infectées. Alors, il y a beaucoup de méthodes qui ont été développées pour quantifier les réservoirs. Là encore, c'est un sujet de controverse. Chacun a sa méthode préférée et tout le monde pense qu'elle est la meilleure. Dans les faits, des méthodes sont très complémentaires et apportent des informations différentes. Certaines sont très bien applicables en clinique, par exemple. Vous pouvez prendre 10 ml de sang et faire un test de mesure des réservoirs du VIH. Et d'autres sont quasiment exclusivement réservés à la recherche parce qu'ils demandent, j'allais dire des litres, c'était une exagération, mais en tout cas des milliards de cellules pour pouvoir quantifier le virus. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, les mesures de la persistance du VIH au cours des thérapies sont essentiellement intracellulaires, c'est-à-dire on mesure ou l'ADN du VIH ou l'ARN du VIH. Christine Rouziou était là pendant les 2 premiers jours de cette conférence, et vous savez qu'elle est l'une de celles qui a développé ces tests de mesure des réservoirs, entre autres au niveau de l'ADN. Bien, alors si vous utilisez ces tests pour mesurer la demi-vie du réservoir, voilà ce que vous voyez en gros. Et là, on prend le test développé par l'équipe de Bob Siliciano aux États-Unis, qui est ce qu'on appelle un test de référence. Bon, même si cette expression ne veut pas dire grand-chose, parce qu'à mon avis, il n'y a pas vraiment de référence dans le domaine. Toujours est-il que si vous prenez ce test ou n'importe quel autre test, vous allez toujours voir la même chose. C'est la grande stabilité du réservoir du VIH. C'est-à-dire que vous soyez traité depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, et les projections nous indiquent probablement 70 ans, même si pour l'instant on n'a pas ce recul, le réservoir reste extrêmement stable. Et la demi-vie du réservoir, qu'on peut calculer donc en mesurant le réservoir au cours du temps, indique que si vous comptez uniquement sur les trithérapies, il vous faudra plus de 70 ans pour éradiquer le réservoir. Peut-être, avec une probabilité qui est finalement assez faible en plus. Donc autant vous dire que ce n'est pas possible, et que si on veut se débarrasser du virus, il faut faire mieux que les trithérapies, il faut donner autre chose, trouver une autre stratégie pour se débarrasser de ces réservoirs persistants. Alors vous allez me dire, bon, les réservoirs c'est très bien, mais moi je vois mes patients, et puis justement qu'ils aient un petit réservoir, je m'en fiche un peu, ils sont sous trithérapie, je ne vois pas de charge virale, et ça me va très bien. Alors vous aurez raison, évidemment pour le patient le plus important c'est qu'il soit virologiquement supprimé, c'est-à-dire qu'on ne détecte pas sa charge virale, mais il faut être un peu optimiste et un peu regarder vers l'avenir. Donc la raison pour laquelle on travaille sur les réservoirs, c'est parce qu'on pense qu'un jour on va être capable de les réduire à une taille suffisamment petite pour que les patients puissent vivre
en absence de trithérapie, c'est-à-dire contrôler naturellement leur infection, comme on le fait avec d'autres infections virales persistantes, par exemple le CMV, le BV, etc., ou les herpès virus. Donc c'est ça notre objectif. Et on pense que les meilleurs candidats pour réduire le réservoir à sa plus petite taille vont probablement être ceux qui partent avec le plus petit réservoir au départ. Alors qu'est-ce que ça veut dire partir avec un petit réservoir? Je ne veux pas vous casser le punch de la fin de ma présentation, mais je peux vous dire que pour l'instant, on n'a aucune stratégie, aucune, qui diminue de façon drastique les réservoirs du VIH chez les patients et de manière répétée et reproductible. On a des cas, et je vais en parler un petit peu, mais pour l'instant, on n'a pas une stratégie qu'on peut donner aux patients pour réduire les réservoirs. Toujours est-il qu'on peut toujours mesurer ces réservoirs, et ce qu'on voit, c'est que l'un des facteurs les plus importants associés à la taille du réservoir, c'est le ratio CD4-CD8. Donc, si vous avez ce ratio CD4-CD8, et vous l'avez généralement, vous pouvez estimer la taille du réservoir de vos patients. Si le ratio CD4-CD8 est plus grand que 1, généralement, le réservoir est plus petit, en vert ici. Puis un autre paramètre très important, c'est le temps entre le temps entre l'infection et l'initiation du traitement. Plus on traite tôt, plus les réservoirs sont petits. Et ça a été montré dans plein d'études. On avait un débat hier sur l'initiation du traitement précoce ou non précoce. Les personnes qui travaillent sur les réservoirs du VIH n'ont pas à être convaincues. C'est en fait la seule stratégie qui permette aujourd'hui d'avoir un effet important sur la taille des réservoirs du VIH, c'est de traiter tôt. Bon, vous connaissez sans doute Tim Brown, le patient de Berlin. Ce patient qui a reçu une greffe de moelle il y a pas loin d'une dizaine d'années maintenant, une greffe de moelle delta 32, c'est-à-dire protégée contre l'infection par le VIH. Il est ici en photo avec Matt Sharp à droite. Et puis, depuis, Tim n'a pas vu de rebond viral après interruption des thérapies, ce qui a donné évidemment beaucoup d'espoir dans notre domaine, parce qu'on se disait, OK, c'est possible de guérir le VIH. Alors évidemment, pas possible et pas souhaitable de faire des greffes de moelle à 37 millions de personnes. Donc on a du travail pour essayer de reproduire ce que l'on voit chez Tim, mais de manière possible et faisable. Donc on a quand même quelques exemples qui également nous donnent beaucoup d'espoir. Je vous disais tout à l'heure, la plupart des patients, des personnes qui vivent avec le VIH font un rebond typique dans moins de 2 mois après l'interruption du traitement. On a l'extrême cas de Tim Brown, encore une fois, maintenant 8 ou 9 ans après interruption de traitement, toujours pas de rebond. Donc on pense vraiment sérieusement que les réservoirs ont été éradiqués de Timothy Brown. Et puis on a pas mal de cas intermédiaires, des patients de Boston qui ont reçu également des greffes de moelle, mais non delta 32, qui ont vu un certain délai dans le rebond viral. Le bébé du Mississippi, qui est maintenant l'enfant du Mississippi, qui malheureusement a vu un rebond viral, mais seulement au bout de 28 mois. Et puis, tous ces exemples de patients qu'on appelle les post-treatment controllers, ou historiquement les patients Visconti, parce que c'est quand même ici en France et avec une étude de l'ANRS qu'on a, que les premiers cas ont été publiés. Donc, les patients Visconti, comme les autres qu'on a vus dans Spartak ou dans d'autres études, sont des patients qui ont été traités tôt, qui ont commencé une trithérapie au cours des premières semaines ou des premiers mois de l'infection, et qui n'ont pas vu de rebond viral après interruption. Donc évidemment, on essaie de comprendre comment ça marche et comment est-ce qu'on pourrait reproduire ce résultat. Et ça amène à la première question, quand est-ce que le réservoir est établi? C'est-à-dire quand est-ce que c'est trop tard finalement pour initier la trithérapie d'un point de vue réservoir? Notre hypothèse est que si on traite très très tôt, on va empêcher l'établissement de ces réservoirs qui persistent à long terme et peut-être permettre aux gens de se débarrasser de leur trithérapie. Donc on divise la primo-infection en phases qu'on appelle les stades FIBIG, du nom du postdoc qui travaillait chez Mike Bush à l'époque, qui est maintenant hyper célèbre, on dit FIBIG dans toutes les conférences, donc j'espère qu'il est encore là pour l'entendre. Toujours est-il que donc on divise ces phases de primo-infection en stades FIBIG, basées sur la positivité de ces différents tests. Donc le premier qu'on voit évidemment c'est l'ARN du VIH dans le plasma, puis l'antigène P24, puis les premiers anticorps détectés par ELISA, puis finalement un Western blot Kiss positif et un peu plus, etc. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé en collaboration avec la Croix-Rouge thaïlandaise et Jintanat Ananvoronic, qui est ici en photo, qui est une médecin thaïlandaise, mais plus que ça, une chercheuse extraordinaire, une femme avec une volonté et un enthousiasme incomparables. Et Jintanat, en fait, a monté cette cohorte qu'on appelle RV254, ce qui est un langage un peu barbare, mais c'est en gros une étude de primo-infection avec cette spécificité qu'ils vont chercher des primo-infections en faisant des tests de charge virale
pour aller chercher des patients qui viennent de s'infecter. C'est-à-dire qu'on est dans les premiers jours, les toutes premières semaines de l'infection. Donc, plutôt que de faire une sérologie, Gintana fait des tests de charge virale à ces patients. Et en faisant ça, ils ont recruté, maintenant on est à plus de 300 participants dans cette étude, et puis ces participants sont extrêmement impliqués dans la recherche. Non seulement on obtient du sang, mais également des tissus, et vous voyez la liste de tissus listés ici. Et tous ces participants commencent une trithérapie en fait dans les 24 heures qui suivent leur inclusion dans l'étude. Donc on a eu la chance d'avoir accès à ces échantillons, encore une fois en collaboration avec Gintanat et la Croix-Rouge thaïlandaise, pour mesurer les réservoirs chez ces participants. Donc le temps zéro sur cette diapo, c'est le moment où les patients commencent leur trithérapie. Donc au stade le plus précoce, ceux qui viennent de s'infecter, en fait on ne voit pas encore les réservoirs, même en utilisant nos techniques ultrasensibles. On les met sous traitement, évidemment, on ne voit toujours rien, puisque les trithérapies réduisent la réplication du virus. Puis on a des stades intermédiaires, les FIBIC 2, 3, 4, 5, qui sont encore des patients traités en phase aiguë, où vous voyez il y a une belle décroissance de la taille des réservoirs, mais ils persistent. Et puis finalement, nos contrôles chroniques, qui eux commencent une trithérapie aux phases chroniques de l'infection, plus de 6 mois. Et alors ce qui est remarquable chez ces patients-là, donc qui deviennent tous supprimés virologiquement, ils ont tous une charge virale indétectable, mais leur réservoir n'est absolument pas altéré par les trithérapies. Vous voyez la courbe noire ici. Donc il faut vraiment dissocier l'impact des traitements sur la charge virale de l'impact des traitements sur les réservoirs. Vous voyez très bien ici, par exemple, pour les chroniques, cette dichotomie importante. Alors, on a regardé évidemment dans les tissus, je vous ai dit pour commencer que le réservoir était essentiellement tissulaire, dans le sang, dans les ganglions, dans le côlon, et puis on a vu que cet effet qu'on voyait chez les fibiguins, donc les plutôt, était reproduit dans les tissus, non seulement avant le traitement, mais également après le traitement, à tel point qu'on ne voyait pas de virus du tout chez ces patients dans les tissus après traitement, alors qu'on en voyait à peu près chez tout le monde, ou en tout cas chez tous les chroniques après traitement. Alors on s'est dit, ok, on a ces quelques patients qu'on appelle fibiguins, traités extrêmement tôt, chez qui on ne voit pas de réservoir avec nos techniques ultrasensibles. Peut-être qu'on a gagné quelque chose et peut-être que ces patients n'ont plus de virus. Donc évidemment, pour savoir ça, il faut le test ultime qui est, on interrompt la thérapie et on fait un suivi tous les 3 jours pour voir si le virus revient. Et tous les patients voulaient participer. Et nous, on a dit, on va faire une étude en 2 phases. On va commencer avec 8. Et puis si on a au moins 50% de succès, on ira en phase 2, mais on va commencer avec les 8 premiers. Puis on a fait ça, et là, patatras, en fait, nos 8 patients ont vu un rebond viral, comme vous le voyez sur cette diapo, en moins de 10 semaines. Donc ça voulait dire, d'abord, c'était pas une bonne nouvelle pour ces patients qui avaient quand même pas mal d'espoir là-dedans. C'était pour nous la preuve qu'on n'était vraiment pas bon, parce que finalement, on n'avait pas vu quelque chose qui était là. Donc probablement que nos tests ne sont pas assez sensibles ou qu'on ne cherche pas au bon endroit. Puis ça voulait dire aussi que même dans des conditions idéales où on traite dans les premiers jours, les premières semaines de l'infection, les réservoirs sont déjà établis. Triple mauvaise nouvelle. Alors on se consolait un petit peu en se disant qu'au moins on n'avait pas augmenté la taille du réservoir chez ces participants. On avait mesuré la taille du réservoir avant, au moment de l'interruption, et puis après reprise de thérapie, et il n'y avait pas de différence significative. Donc ça n'a pas eu vraiment d'impact sur la taille de leur réservoir. Alors, l'un des problèmes, en effet, c'est les tissus. On peut faire toutes les mesures qu'on veut dans le sang, mais il y a un moment, il faut les regarder dans les tissus, et c'est ce qui rend ces études compliquées. Alors, l'une des stars du réservoir des dernières années, c'est ce qu'on appelle les cellules TFH, ou T folliculaires, qui sont un type de cellules qu'on retrouve dans les ganglions lymphatiques et qui sont nécessaires à la génération d'anticorps, puisqu'elles aident les lymphocytes B à produire ces anticorps. Et puis, une étude de Mathieu Perrault et JP Pantaleo, il y a déjà quelques années, a montré que ces cellules TFH, dans les ganglions, sont des réservoirs principaux. Donc nous, on a voulu s'intéresser un petit peu à ces cellules également. Et on a collecté, en collaboration avec San Francisco et Steve Diggs, des ganglions ou des aspirations par aiguille fine de ganglions de patients ayant des profils très différents, mais avec des temps de traitement, pour certains d'entre eux, extrêmement longs. Et puis on a regardé s'il y avait encore du virus dans ces ganglions après une durée de traitement élevée. Alors d'abord, on voyait encore ces fameuses cellules TFH qui, a priori, sont des réservoirs préférentiels, et on les voit essentiellement dans les ganglions, dans le sang, on ne voit pas ces cellules-là. Donc ça justifie vraiment l'importance d'aller regarder dans ces tissus profonds. Et puis, donc ça, c'est la fréquence des TFH. Vous voyez que c'est une échelle logarithmique. Dans les ganglions, on en voit beaucoup. Dans le sang, on n'en voit quasiment pas. Et puis, on avait déjà une tendance pour voir que chez les patients qui sont sous traitement depuis une courte durée, il y a plus de TFH que chez ceux qui sont sous traitement depuis une durée un peu plus longue. Même si, pour l'instant, c'est vraiment observationnel et pas encore significatif. Donc on a utilisé l'une de nos techniques du réservoir. Je vous disais tout à l'heure, chacun a sa technique préférée. Ça, c'est la nôtre. Donc c'est notre préférée. Elle s'appelle TILDA. Et c'est une technique dans laquelle on mesure la fréquence de cellules qui sont capables de produire des transcrits ou des ARN du VIH.
Et on a appliqué cette technique aux ganglions et au sang chez ces patients de San Francisco. Et ce qu'on a vu, on a utilisé deux formes de tilda, une pour mesurer les réservoirs actifs dont je vous parlais au début, ceux qui ne sont pas complètement inhibés par les antirétroviraux, et puis les réservoirs latents, c'est-à-dire les cellules dans lesquelles le virus est endormi. Puis quand on regarde le réservoir actif, ce qu'on a vu, c'est qu'il était plus actif dans le ganglion par rapport dans le sang, ce qui en fait confirme pas mal de données de la littérature. Donc on avait encore un peu de transcription résiduelle dans ces ganglions. Pour ce qui est du réservoir latent, pas vraiment différent entre le sang et le ganglion, il y en avait beaucoup dans les deux. Vous voyez que la majorité du réservoir est d'ailleurs latent et non pas actif, en tout cas c'est très clair dans le sang. Dans les ganglions, un peu moins clair, encore une fois, parce que ce réservoir actif est un peu plus important. Alors, quels sont les paramètres qui sont responsables de ces différences ? En fait, on a vu, et encore là, une fois, c'est vraiment un nombre de cas très réduit. Dominique Cossagliola va probablement me dire que c'est pas une bonne analyse d'affaires avec 3 patients, et elle aura raison. Mais il se trouve que les 3 patients chez lesquels on a vu beaucoup de transcriptions résiduelles, c'était 3 patients sous darunavir. Alors, ça veut peut-être rien dire. Vous savez qu'il y a toujours cette mauvaise réputation des inhibiteurs de protéase, maintenant qu'on a des inhibiteurs d'intégrase, en disant que peut-être qu'ils sont moins efficaces. Bon, en tout cas, dans nos mains, c'est vrai que le darunavir, en tout cas les inhibiteurs de protéase et en tout cas le darunavir, étaient associés à une transcription résiduelle plus importante par rapport aux patients qui prenaient une autre molécule. Le ratio CD4-CD8, la reconstitution immunitaire, est un facteur important qui prédit la transcription résiduelle. Et puis la durée de traitement, ici je vous montre l'inverse, c'est-à-dire la contribution de la latence. Et en fait, plus on attend sous traitement, plus la latence est importante et moins la transcription résiduelle n'a sa place. Comme si en fait la durée de traitement, même si elle ne change pas la taille du réservoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pouvait changer la tête du réservoir qui deviendrait d'actif à plutôt endormi au cours des temps de trithérapie. Alors, peut-on réduire ou contrôler les réservoirs? C'est évidemment la grande question. Je vous disais tout à l'heure que le punch, qui n'en est pas un, c'est que pour l'instant, malheureusement, on n'y arrive pas, mais on a quand même des stratégies qui ont été mises au point au cours des dernières années et qui sont encore en développement et qui, à mon avis, suscitent beaucoup d'espoir. Alors, on peut d'abord, évidemment, limiter l'établissement du réservoir, c'est ce que je vous ai dit, et à l'heure actuelle, c'est en fait la seule stratégie qui fonctionne vraiment et qui a un impact important sur la taille des réservoirs, c'est de traiter tôt. On peut ensuite essayer de réduire la taille des réservoirs une fois qu'ils sont établis. Et pour ça, 3 stratégies au moins, il y en a d'autres. On peut essayer de rendre des cellules résistantes par thérapie génique, on peut essayer de détruire immédiatement les cellules infectées directement, ou de purger les réservoirs par une technique qu'on appelle shock and kill, et dont je vais vous reparler dans une minute. Et puis ce qui est important, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de réduire les réservoirs, il s'agit aussi de les contrôler, ou par un vaccin, ou par immunothérapie, et je ne vais pas beaucoup en parler aujourd'hui, parce que je ne peux pas parler de tout. Alors, le shock and kill, c'est donc une stratégie qui a été développée il y a déjà une bonne dizaine d'années maintenant, et l'idée, qui était une bonne idée de départ, était de dire on va réveiller le virus des réservoirs latents, en lui donnant quelque chose qui va le faire se répliquer. Et puis, quand les particules virales vont être produites, puisqu'on maintient nos participants sous trithérapie, ces particules virales, elles ne vont pas aller infecter de nouvelles cellules. Et ces cellules qui produisent du virus, elles vont être éliminées, entre autres par la réponse immunitaire ou peut-être par l'effet cytopathique du virus. Donc, une espèce de stratégie de purge des réservoirs, si vous voulez, qui était sur le papier extrêmement élégante. En fait, maintenant, on se rend compte que cette stratégie semble peu efficace. En tout cas, il y a plusieurs études qui ont rapporté, et je ne vais pas passer au travers de tout ça, mais en gros, il n'y a pas de changement significatif de la taille des réservoirs. Bon, il y a plein de raisons possibles à l'échec des stratégies de shock and kill. Peut-être que les agents qu'on utilise pour réactiver le virus ont une activité limitée, peut-être qu'ils ne sont pas actifs sur tous les réservoirs, peut-être que les cellules dans lesquelles le VIH est réactivé ne sont pas éliminées. Bref, c'est bien compliqué, on n'a pas de réponse jusqu'à présent, mais plusieurs personnes dans la communauté ou dans le domaine de la recherche des réservoirs se disent « Ok, plutôt que d'aller réactiver le virus, est-ce qu'on ne peut pas directement éliminer ces cellules ?» Alors, c'est sans doute possible. Vous connaissez tous sans doute cette étude de Benjamin Descours, Gal Petitjean et Monsef Benkiran, publiée l'an dernier dans Nature, qui montrait que CD32A est un marqueur préférentiellement exprimé par des cellules réservoirs, c'est-à-dire les cellules dans lesquelles le virus se cache. Donc évidemment, si vous trouvez un anticorps ou une façon d'aller cibler directement ces cellules, vous pourriez avoir un effet très important sur les réservoirs. Alors, je ne vais pas parler de CD32 plus qu'aujourd'hui. Benjamin est ici en plus, donc il vous en parlera tout à l'heure. Vous savez que CD32 a déchaîné les passions dans toutes les conférences récentes. C'est le sujet dont tout le monde parle. Donc moi, je suis très content que Benjamin soit là aujourd'hui pour nous donner ce point de vue sur cette histoire. On s'est intéressé, nous, de notre côté, à d'autres molécules qu'on appelle les immune checkpoints, qui sont des molécules qui régulent la réponse immunitaire et qui sont particulièrement intéressantes dans le traitement des cancers.
Et ces immune checkpoints qui sont listés sur cette diapositive, je ne vais pas passer au travers, il y en a plein, il y en a une quinzaine, une vingtaine, et on va sans doute en découvrir davantage. Et c'est en gros des freins à la réponse immunitaire, et ils sont aussi des freins à la production du virus, et c'est ce qu'on a fait dans mon labo. On a mesuré le réservoir dans des cellules exprimant ces immune checkpoints, et on s'est rendu compte que plus les cellules exprimaient ces immune checkpoints, et plus elles avaient de chances d'abriter du réservoir latent. Alors, est-ce que ça nous donne une possibilité de stratégie thérapeutique? Oui, puisque maintenant on donne des anti-PD1 et des anti-CTLA4 aux patients pour traiter les cancers. On s'est intéressé à l'effet de ces anticorps sur le réservoir, et on a pu montrer que en ajoutant un anti-PD1 à un agent révertant la latence pas très efficace, en tout cas à des doses pas très efficaces, on voyait un effet très significatif sur la production du virus. Donc on pouvait réveiller plus facilement le virus en utilisant cet anti-PD1. Évidemment, l'un des gros problèmes de l'anti-PD1, de l'anti-CTLA4, c'est la toxicité de ces traitements. Il n'est pas question d'aller donner ça à des patients qui sont sous trithérapie et qui vont très bien dans les conditions dans lesquelles on les donne aux patients qui en ont besoin pour traiter leur cancer. Toutefois, on peut imaginer qu'en réduisant les doses et en changeant un peu le schéma thérapeutique de ces immune checkpoint blockers, ce sont des traitements qui pourraient arriver chez les patients ou chez les personnes vivant avec le VIH pour diminuer la taille du réservoir. Encore une fois, on n'en est pas encore là. Cela dit, on a des exemples de personnes qui vivent avec le VIH et qui ont développé un cancer et qui, dans le cadre du traitement de ce cancer, ont reçu un anticorps, par exemple ici un anti-PD1. Donc évidemment, on a réussi à avoir accès à du sang, et c'est une collaboration avec Jean-Pierre Outy, Jean-Guy Baril, Rémi Fromentin et Cécilia Costignouk à Montréal. Brigitte Autran et puis les personnes listées en bas de cette diapo ont d'ailleurs rapporté un cas assez similaire récemment, où on a vu en fait, après administration de pembrolizumab, donc l'anti-PD1, une décroissance significative des réservoirs. Encore une fois, c'est un case study, on fait maintenant des recherches sur des populations un peu plus larges, et il faut être évidemment extrêmement prudent quand on regarde une personne, ça pourrait ne pas se reproduire. Je vais prendre 2 minutes de plus pour finir avec cette histoire, si je suis encore dans les temps, pour vous parler du réservoir à tous les âges. Donc ça, c'est un autre sujet qu'on développe en ce moment dans mon labo, qui a commencé il y a bien longtemps, à l'époque où j'étais encore postdoc avec Rafik Sekali, qu'on a continué avec Jean-Pierre Outy et puis avec d'autres. L'idée étant de comparer ou il y a un bel anglicisme pour ça, de prendre avantage du fait qu'on avait des cohortes avec des âges séparés pour essayer de comprendre la physiopathologie de la persistance du virus. Donc on a fait des mesures de réservoir chez des personnes qui ont des âges très différents, ce qu'on appelle maintenant des vieux, plus de 40 ans, bon voilà, on est une bonne partie dedans, donc bienvenue chez les vieux, des moins vieux, entre 19 et 40 ans, et puis des jeunes, moins de 10 ans. On a mesuré le réservoir chez ces 3 populations, on a vu ces différences drastiques et très importantes en utilisant un test fonctionnel qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est plutôt un bon test de mesure des réservoirs. Alors évidemment, il y a plein de facteurs confondants dans ces études, parce que le système immunitaire des enfants est différent du système immunitaire des adultes, que les personnes qui sont plus âgées ont généralement reçu un diagnostic d'infection par le VIH il y a plus longtemps et qui ont donc pris des trithérapies peut-être moins efficaces au début, ce qui a pu contribuer à la persistance du réservoir. Bref, facteurs confondants compliqués. Malgré tout, on a posé cette hypothèse que l'on va tester maintenant, que la fonction thymique avait une importance pour la taille des réservoirs. Alors voilà notre hypothèse. Quand vous êtes jeune, vous avez un gros thymus. Et ce gros thymus, qu'est-ce qu'il fait? Il produit des cellules naïves en vert ici, et ces cellules naïves sont relativement résistantes à l'infection par le VIH. Au contraire, vos cellules plus différenciées, comme les cellules de mémoire effectrices, en particulier en rouge ici, contiennent pas mal de virus. Et puis, ce qui se passe quand vous êtes jeune, c'est que vous renouvelez sans arrêt votre pool de cellules T. Donc, finalement, vous produisez des nouvelles cellules naïves et puis les vieilles cellules mémoire meurent. Quand vous êtes un peu plus âgé, votre thymus se rabougrit jusqu'à devenir quasiment complètement inefficace à la production de nouvelles cellules naïves. Et puis, votre pool de cellules T périphériques, et tissulaire d'ailleurs, est maintenu essentiellement par des cytokines qui assurent l'homéostasie de ces cellules, en particulier l'interleukine 7. Donc, plus âgé, moins de cellules naïves, moins de sorties du pool de cellules réservoirs ou de cellules infectées, et donc plus d'auto-renouvellement. Alors, comment est-ce qu'on va de gauche à droite? C'est facile, vous attendez. Avec le vieillissement, ça va venir, vous allez perdre votre thymus. Comment on va de droite à gauche? Ça, c'est plus compliqué. Ce qui peut marcher, c'est éventuellement les hormones de croissance. Et l'hormone de croissance, en fait, a cette qualité qu'elle peut booster la fonction thymique.
Et en fait, ces hormones de croissance ont déjà été données chez des personnes vivant avec le VIH par le passé. Elles ont des effets plutôt bénéfiques. On a vu une très belle remontée, par exemple, des cellules naïves, qui est exactement ce qu'on veut faire chez ces personnes. Mais elles induisent également une augmentation modeste, mais significative, des réponses spécifiques du VIH. Alors ça, c'est important. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que contrôler les réservoirs, c'était bien, ou les réduire, c'était bien, pardon, mais qu'il fallait aussi du contrôle immunologique. Et on pense qu'avec un boost de la fonction thymique, on va donner un boost aux réponses T spécifiques du VIH. Et puis, ça diminue aussi l'activation des cellules T, qui est un moteur pour la persistance du virus. Donc on fait ça en collaboration avec Jean-Pierre Routy, également la clinique l'actuelle de Régent Thomas. On a mis au point ce protocole qui commence. Petite étude, une dizaine de patients, dizaine de participants qui vont prendre l'hormone de croissance pendant 1 an en tout, 6 mois plus 6 mois. Et évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de mesurer les réservoirs chez ces participants pour voir si on a réussi à avoir un impact ou pas. Donc c'est ma dernière diapo, ma seule diapo en anglais, je m'en excuse, qui résume, je ne suis pas sûr qu'on résume vraiment ça, mais bon, qui en tout cas vous donne un petit peu la vision que j'ai sur le chemin qu'on a à parcourir entre le soin et la guérison. Le premier problème qu'on avait, et qu'on avait jusqu'en 96, c'était la réplication du virus, mais maintenant on a les trithérapies qui fonctionnent très bien. Vous savez que chez la majorité de vos patients, vous les mettez sous trithérapie, et si vous prenez vos pilules tous les jours, ça va bien aller. Le problème, c'est qu'il y a évidemment encore du virus dans les tissus, et peut-être encore un peu de réplication, même si encore une fois c'est très controversé dans les tissus. Et on pense qu'en optimisant les traitements actuels, en choisissant des molécules qui pénètrent mieux, par exemple dans les ganglions lymphatiques, on va peut-être réussir à réduire cette persistance tissulaire. Notre plus gros problème, très clairement, c'est le réservoir latent, et c'est la raison pour laquelle il a 2 marches sur cet escalier. Alors le réservoir latent, bon, vous pouvez l'impacter un petit peu en traitant tôt. Et puis ça, c'est très bien établi, et c'est encore une fois la seule intervention qui fonctionne et qui a un impact significatif sur la taille des réservoirs. Donc traiter tôt, c'est limiter l'établissement des réservoirs. Mais vous pouvez aussi envisager ces stratégies. Encore une fois, je voudrais insister sur le fait que réduire les réservoirs, c'est très bien, mais en absence de contrôle, ça ne sert à rien. Donc il est important de mettre au point des stratégies en fait combinées qui vont à la fois diminuer les réservoirs, mais assurer la surveillance immunologique de ces quelques cellules dans lesquelles le virus persiste. Pour ça, évidemment, les immune checkpoints sont une stratégie intéressante. D'ailleurs, ils font les deux, ils réactivent le virus et ils augmentent les réponses T et HIV spécifiques. Et puis peut-être l'hormone de croissance dont je viens de vous parler, qui elle aussi pourrait éventuellement faire les deux. Voilà, alors pour terminer, je voudrais évidemment remercier les personnes du labo. C'est une photo pas tout à fait récente, mais pas si vieille quand même. Depuis, il y en a quelques-uns qui sont arrivés. Rémi Fromentin, qui a fait tout le travail sur les immune checkpoints. Marion, qui travaille sur les ganglions en particulier. Martha et Amélie et Louise sur l'étude vieillissement. Je voudrais également remercier mes collègues au CHUM, évidemment nos collègues de McGill et en particulier Jean-Pierre Routy pour son aide au cours de toutes ces années, à la clinique L'Actuelle, nos collègues aussi à San Francisco, évidemment Rafik, et puis bien évidemment Jintanat et toute l'équipe de Thai Red Cross et du MHRP à Washington. Finalement, je voudrais remercier aussi les personnes qui ont financé cette étude, les instituts de recherche en santé du Canada, le groupe CanCure, le NIH, l'AMFAR, etc. Et puis, de façon encore plus importante, je voudrais surtout remercier les participants à ces études qui ont été extrêmement généreux. Je vous ai montré des données sur des ganglions, sur des biopsies rectales. Il ne faut jamais oublier qu'il y a des patients derrière ça et des patients qui s'impliquent pour la recherche et pour leur communauté. Je vous remercie de votre attention. Merci Nicolas, toujours aussi brillant, c'est un plaisir. Donc Jean-François Elfrécy, ancien directeur de l'ANRS et président du Comité national d'éthique. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble de l'équipe d'Afravi et la remercier de conserver à Afravi à la fois cet esprit de rencontre, mais aussi ce très bon niveau scientifique. C'est un challenge et vous le conservez, donc bravo à tous. Alors le prochain orateur est Jean-Michel Delille, qui est de Bordeaux, qui est médecin psychiatre, qui est spécialiste d'addictologie et qui va nous parler de finalement ce phénomène très lié entre addiction et transmission, et on retrouve là bien des problématiques à la fois du VIH et des hépatites.